Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous sommes le 6 juin 2024. Il fait beau et surtout, je suis accompagné de Antoine Houdan. Salut Antoine. Salut Alban. Et pourquoi ça me réjouit encore plus que le beau temps qu'il y a dehors? C'est parce qu'Antoine, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, pour vous mettre dans la confidence, c'est mon superviseur. C'est-à-dire que quand on est coach, on a un peu comme un psy qui vient surveiller un peu ce qu'on fait, nous aider à nous dépatouiller de nos situations bizarres. Et c'est Antoine qui joue ce rôle-là pour moi. Et notamment, une des thématiques qu'il a façonné et sur laquelle il travaille depuis maintenant quelques années, c'est la process-com, le sujet de cet épisode. Alors Antoine, je vais te passer le micro dans 2 secondes pour que tu puisses te présenter et on va parler process-com aujourd'hui. Juste pour introduire cet épisode, heu et pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de ça? C'est parce que c'est une approche psychologique que moi je ne maîtrise pas et en revanche, je vois bien autour de moi que ceux qui la maîtrisent en font des merveilles et que même des personnes, des clients qui ont vécu un stage de process-com, quel qu'il soit et qui ont mis des mots sur leur personnalité et leur comportement de ce fait-là, ils sont beaucoup plus clairvoyants sur leur carrière et parfois je me sens presque un peu nul de dire: «Bah, écoute, moi je suis là avec mes outils, il va falloir que je me forme». Et je sais que c'est bien, je sais juste pas comment ça marche. Et Antoine va nous expliquer aujourd'hui un peu comment ça marche et comment on peut essayer d'utiliser cette approche-là, même si il n'y a pas de version, gratuite, il n'y a pas de version, en ligne, dégradée qu'on peut faire dans son coin. Donc le défi d'Antoine, et je vais bientôt lui passer le micro, son défi, c'est en une demi-heure, 3/4 d'heure, de nous faire une introduction à ce modèle-là et de nous donner déjà quelques billes pour qu'on puisse essayer un peu en solo de mettre des mots sur notre fonctionnement de process-com, sans que ce soit évidemment quelque chose d'officiel ou de bien cadré, parce qu'aujourd'hui, il faut aller voir un pro pour avoir une approche cadrée et officielle. J'en ai déjà trop dit. Antoine, encore bienvenue. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup Alban. Merci pour ton partage ce que tu échanges de notre relation. Je suis touché par la qualité et le plaisir que j'ai de pouvoir être là. Je suis pas un expert, mais en effet, moi je suis attiré par la diversité des outils qu'il peut y avoir. Je suis coach professionnel, hein. Je suis également formateur, hein, sur les sujets qui touchent autour du management, de la qualité de vie au travail. Et puis j'ai découvert la processcom, qui pour moi est finalement un moyen, un outil assez transverse, qui en partant et en utilisant la communication permet d'aller explorer une quantité de facettes pour chacun. Et ce que j'apprécie dans ce modèle, c'est qu'il est à la fois très opérationnel et en même temps d'une puissance incroyable qui fait que plus on l'approfondit et plus on se rend compte de sa richesse. Donc l'objectif dans cette demi-heure, en effet, c'est de pouvoir échanger sur avoir quelque chose qui soit évidemment très en surface par rapport au modèle et qui en même temps puisse vous donner deux, trois clés opérationnelles sur comment avoir un certain regard ou une certaine grille de lecture, parce que ce n'est qu'un outil, hein, comme le reste, mais qu'à travers cet outil-là, il y a déjà sans doute la possibilité de prendre du recul et donner un éclairage sur les questionnements du moment. Commençons peut-être simplement par, une explication de qui a Deux, inventé deux, ça? deux, trois idées, deux, trois informations sur le modèle. Donc c'est un modèle qui a été créé par Terry Keller, donc qui est un psychologue américain qui a fait partie d'un courant qu'on appelle l'analyse transactionnelle et qui a identifié la récurrence. Il a pu identifier ce qu'on appelle des mini-scénarios et qui fait que les gens finalement s'y prennent souvent de la même manière pour rater. Et il a identifié qu'il y avait une corrélation entre ces manières de rater dans leur vie et puis des manières de communiquer. Et puis, à partir de ce modèle-là, il a réussi à développer sur la trame de l'analyse transactionnelle, en utilisant des concepts qu'il est venu enrichir. Il y a un concept qu'on appelle les portes d'entrée. Voilà. Est-ce qu'on perçoit le monde plutôt avec une logique en mode de pensée? Est-ce que c'est plutôt les comportements, les émotions qui nous animent? Voilà. Et donc, en développant ce modèle-là au fur et à mesure, il a pu valider scientifiquement les corrélations qui sont présentes et de manière à identifier qu'il y a en nous 6 types de personnalités
que nous avons en nous les 6 types de personnalité. Donc, il s'agit pas de dire, ah, toi, t'es de telle couleur ou de tel type de personnalité, mais bien avec à quel étage finalement nous communiquons, que nous avons tous en nous 7 immeubles avec les 6 types de personnalité, une certaine combinaison et forcément des canaux de communication privilégiés. Voilà en quelques lignes comment resituer le modèle. Un élément intéressant, c'est qu'en fait, Tebi Keller a beaucoup bossé avec la NASA. Parce qu'en fait, un des intérêts du modèle, c'est que ça permet d'avoir des éléments prédictifs et que quand les astronautes sont dans l'espace, il est plus compliqué de les accompagner et de faire de la médiation. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper quels vont être nos comportements sous stress. Et on verra que le meilleur moyen d'anticiper les comportements sous stress, c'est de venir nous faire du bien, de répondre à nos besoins psychologiques. Et en fait, j'utilise souvent une comparaison autour de l'arbre. C'est que quand il y a un coup de chaud, un coup de vent ou de la pluie, que le feuillage tremble, si les racines sont bien nourries, sont bien hydratées, finalement, ça va permettre à l'arbre de résister beaucoup mieux. Donc c'est voilà cette articulation-là. Tebi Keller, donc voilà, il a eu un prix dans les années 71, 72, je crois. Et puis a continué à développer le modèle. Tebi Keller est toujours vivant et donc a développé le modèle aux États-Unis. Ça a été racheté, ça a été implanté en France par une personne qui s'appelle Gérard Collignon, qui a développé toute une littérature autour de ça. Ils ont créé la structure Keller Communication France, qui est désormais entièrement propriétaire des droits et qui propose des profils. OK, donc toi, quand tu, fais passer un peu un scan, Processcom, quand tu étudies un profil avec un client, tu es rattaché à cette, boîte-là, au fond, qui propose le test, quoi? Exactement, Ah, tu c'est ouais, ça. OK. Peut-être juste un mot sur l'analyse transactionnelle parce que c'est pas forcément, si accessible pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de DRH, beaucoup de coachs qui nous écoutent, donc pour eux, je crois que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent déjà un petit peu. Tu arriverais à résumer en quelques mots le principe de base de l'AT, enfin de l'analyse transactionnelle? Non. Parce que moi je me disais comme je vais pas y arriver, je me disais: «Tiens, je vais te refiler la patate chaude». Ouais, donc non, tu vois, Comment on c'est peut faire? surtout pas la prétention, parce qu'en plus, je suis pas particulièrement formé à ce modèle-là. OK. Ce que je peux en partager, sans avoir peur de dire trop de bêtises, c'est de prendre en compte qu'on est dans une relation dynamique et qu'il y a des transactions qui s'opèrent. Et quelque chose qui émerge et qui peut, quoi, qu'on partage notamment dans les formations management, c'est le fait que on a ce qu'on appelle des états du moi et une posture finalement qu'on prend un plus en tant que parent ou enfant, et puis la posture d'adulte. Et qu'en fait, on articule et on dialogue autour de ces 3 états du moi, et que si je te parle comme si j'étais ton père, tu vas réagir naturellement comme si tu étais mon fils. Et donc, on voit bien qu'il y a des transactions qui se mettent en place. Voilà. Donc, c'est très, très vulgarisé, mais ça donne un Ah non, peu mais c'est cette le but, hein, bien dynamique. sûr. Mmh. Et On est puis, ouais, ce ouais. qui est intéressant, c'est de voir que, justement, on va voir que dans toutes les postures, dans tous les états du moi, il y a du positif. Voilà. Et ça, c'est vachement précieux et ça va nous permettre de développer des compétences et des points forts dans nos vies au quotidien. Et puis, en situation sous stress, on va aborder une dimension négative, ce qu'on appelle le premier degré de stress, le deuxième degré de stress, voire le troisième degré de stress dans le process-com, et qui vont justement permettre d'identifier en amont quels vont être les comportements qui vont être adaptés. On va être là dans un challenge, hein, parce que parler de Processcom sans connaître son profil, c'est un sacré défi qu'Antoine essaie de relever. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait le faire en 2 étapes, cet épisode. D'abord, vous poser 2 ou 3 questions qui ne remplaceront jamais un test, évidemment, mais qui peuvent vous faire travailler un peu et réfléchir à quelques aspects de vous-même. Et ensuite, Antoine partagera des éléments sur, comment ça fonctionne, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire des 6 profils et autre chose aussi. Mais peut-être que vous, ça vous permettra de vous approprier un peu mieux les réponses, les éclairages d'Antoine, si vous vous êtes posé 2-3 questions au préalable. Je te repasse le micro, Antoine. Comment on pourrait la jouer? En fait, ProcessCom, ce qu'on disait, ouais, c'est vraiment une grille de lecture pour regarder comment nous communiquons et nous comportons au quotidien. Alors, ce que je vous propose, c'est finalement que vous puissiez prendre, voilà, on a fait quelques instants de réflexion pour répondre à une première question qui serait qu'est-ce que les autres disent de vous aujourd'hui? C'est-à-dire, comment les autres vous qualifieraient? Et là, il y a pas de règle dans la réponse, hein. C'est ça, le but, c'est d'avoir une Mmh. page blanche et de dire: «Comment les autres me qualifient?
comment ils me voient, exactement. qu'est-ce qu'ils disent Donc de c'est moi. c'est déjà une première question. Oui, c'est une question qui est très générique et à partir de ça, il y a pas forcément grand-chose qui va pouvoir émerger, quoique. Deuxième chose, qui est souvent assez révélatrice, qui est, quand vous êtes stressé, quand vous êtes, en colère ou énervé ou vous avez peur, enfin bref, quand vous êtes vraiment en situation de stress, comment vous vous comportez? Et puis là, il y a des pistes, hein, que je peux vous donner, mais est-ce que vous avez plutôt un comportement d'attaque, hein? Est-ce que vous avez plutôt un comportement, de fuite? Ça, c'est déjà des premiers mouvements, des premières indications. Donc deuxième question, c'est en situation de stress, comment je réagis? Comment Mmh. je me comporte? Comment vous vous comportez et puis éventuellement, qu'est-ce que vous vous dites? Et qu'est-ce que je me dis? C'est quoi la OK. pensée, la croyance qui vient s'intégrer? Et puis la troisième question et qui me semble être, le point clé, enfin vraiment le pivot dans le modèle PCM qui est, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Et pareil, hein, pas de cadre pour la réponse. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi et l'idée c'est que ce n'importe quoi, en tout cas cet élément à quoi vous allez répondre, c'est voir comment ça peut être en lien ou pas avec les besoins qui sont proposés dans le modèle. Et c'est aussi ça la vertu du modèle, c'est qu'il s'agit pas d'entrer dans des cases, il s'agit de se faire éclairer par ces grilles de lecture pour voir comment ça vient résonner en nous. Alors, j'attrape la balle au vol sur ce petit exercice. Donc, un papier, un crayon, 3 questions. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Comment je réagis au stress? Qu'est-ce que je me dis? Comment je me comporte? Et qu'est-ce qui m'anime? Un petit retour d'expérience sur ce genre de questions qui parfois nous laissent un peu, sans réponse et on peut se retrouver un peu bloqué. Il y a deux façons de débloquer le truc. Une première, c'est de se dire: s'il y a rien qui me vient, bah, j'attends. Puis il y a forcément quelque chose qui viendra. Et puis, autre solution, c'est de se dire: «Bah, il y a rien», c'est de se dire: «Il y a rien d'autre que quoi?» Et là, naturellement, il y a des choses qui devraient arriver. Et ça, je l'ai emprunté à une personne qu'on apprécie tous les 2 avec Antoine, une thérapeute qui pose souvent la question à ses patients quand il dit: il y a rien». Elle dit: «Bah, il y a rien d'autre que quoi?» Et là, normalement, vous verrez qu'il y a des choses qui devraient émerger. Je fais cet aparté parce que dans ce genre d'exercice, j'ai remarqué que parfois on se dit: «Bah, moi, j'ai rien». Donc, une fois qu'on a répondu à ces questions, par où tu veux attaquer le sujet? Ce qui peut être intéressant, c'est de faire, dialoguer, des éléments du modèle et puis la dimension opérationnelle. Je sais que tu as à cœur de proposer de la valeur à ceux qui écoutent, ce podcast-là et pour moi, dans cet apport de valeur, ce que vous pourrez proposer, c'est déjà peut-être de partager cette grille de lecture autour des besoins psychologiques OK, et puis, de faire le lien justement avec ces différentes portes d'entrée qu'il pourrait y avoir OK. et si déjà on tient cet engagement, je pense que ça sera pas mal. Donc on plonge dans le modèle et pour l'instant, on essaie de décortiquer un peu qu'est-ce que c'est que ce fameux modèle de ProcessCom. C'est ça? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a dedans? c'est ça, entrer dedans pour rapidement arriver sur la question des besoins, quelle place ça occupe. Et puis, comment ça peut venir éclairer potentiellement nos enjeux d'orientation et d'épanouissement. Super. Eh ben, écoute, on te suit OK. et c'est un défrichage, pour moi également, donc je te suis dans ce plongeon. Et tu vois, en fait, quand on fait le débrief d'un profil, en tout cas, quand je fais le débrief d'un profil, je prends le temps, déjà de poser le cadre et de rappeler et je le pose ça c'est aussi l'occasion de redire que, c'est une grille de lecture, c'est pas quelque chose qui nous détermine, qui vient nous enfermer dans un voilà. 2e chose, c'est que c'est un modèle dynamique. Nous ne sommes pas figés et condamnés à être, qui nous sommes et de telle manière. C'est plutôt une richesse. Il y a une structure de personnalité qui est présente qui, elle, est structurante et ne change pas du jour au lendemain. Et en même temps, il y a bien quelque chose de dynamique dans notre vie qui fait que on va pouvoir, avoir, des changements, alors pas des changements de personnalité, mais des changements d'appétence, de motivation et des changements de sensibilité. Donc c'est un modèle dynamique et l'idée, c'est de voir dans le temps donné où on en est aujourd'hui. Donc c'est une structure, enfin on va comparer ça à un immeuble, une structure de personnalité avec un immeuble à 6 étages. En général, quand on entre et quand on sort, on passe par le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée, c'est un peu ce qu'on appelle la base et c'est notre base de communication et c'est là-dessus que naturellement, c'est vraiment notre lieu de vie privilégié et au quotidien, c'est de cet endroit-là que je vais communiquer.
Et donc, on va voir que la manière dont je vais m'exprimer, la posture que je vais adopter, l'énergie que je vais y mettre va être rattachée à ce rez-de-chaussée. Et donc, sans avoir besoin de passer le profil, je peux déjà faire attention à la manière dont je communique et l'autre communique pour voir comment m'adapter et être sur le même canal que l'autre. Premier point. Deuxième point, c'est que tout à l'heure, quand dans les questions qu'on posait, on disait que finalement, il y a plein de choses, plein de types de réponses qui peuvent être possibles. Dans le modèle ProcessCom, on repose sur un modèle de corrélation qui a été validé scientifiquement, c'est-à-dire que il y a une corrélation entre des qualités, des points forts que nous avons, une manière de percevoir le monde, des comportements sous stress, des besoins psychologiques et encore d'autres choses. Donc, c'est quand j'identifie un des points d'entrée, ça me permet d'avoir une grille de lecture sur, OK, qu'est-ce qui se passe sur les autres registres? Une des portes d'entrée, justement, c'est ce qu'on appelle le canal de perception. C'est avec quelles lunettes, avec quel regard je perçois le monde. Voilà. Vous sortez d'Avatar, hein, le deuxième, là, sur le peuple de l'eau. Et donc, en fait, en fonction de notre type de personnalité, on va percevoir le monde différemment. Certains vont percevoir et vont dire à la sortie du film, bon, bah, tu vois, c'est le deuxième opus de James Cameron, ça a été créé en telle date. Il y aura un troisième opus qui va être à tel moment. Le film, il dure 2h27. Et donc, donner finalement beaucoup d'informations factuelles. Et cette information factuelle, elle est rattachée à un type de personnalité qu'on va appeler la personne analyseur. Et la personne analyseur, elle a ses propres points forts, ses propres réactions quand elle est sous stress, et puis ses propres besoins psychologiques. Le profil analyseur va être un des 6 profils, un des 6 étages, c'est ça? Exactement. OK. Voilà. Et en fait, nous avons en nous, hein, je redis, tous les 6 types de personnalités, mais il y en a un qu'on utilise de manière privilégiée dans notre communication. Et on va avoir quelque chose qui va être assez structuré dans le discours, un rapport à la dimension temporelle qui va être assez importante. Et puis voilà, de l'information factuelle, c'est logique. Et c'est ce qui fait qu'associé, on va retrouver ces points forts de personnes qui sont logiques, organisées et responsables. Tu vois, je vais pas te dérouler les 6 types de personnalités, mais déjà c'est une manière de voir que on a une corrélation forte et qu'en fait l'idée c'est de percevoir et d'être en capacité à faire les liens entre ces différentes portes d'entrée, perception, points forts, mode sous stress, pour pouvoir arriver à être sur un canal de communication. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on communique avec une personne sur son canal, ça lui fait du bien. C'est aussi simple que ça, mais on est sur un talkie-walkie, il y en a qui est sur la 2 et l'autre qui est sur la 8, on ne se comprend pas, on ne se parle pas, et ça va générer de l'énervement. Quand je suis sur le même canal, c'est vraiment le processus de la communication. J'ai un émetteur, j'ai un récepteur qui renvoie l'information comme quoi l'information a été bien reçue. Et ça, dans notre relation humaine, parce qu'on est sur de l'altérité et de la relation, ça vient nous faire du bien. Donc j'essaie de transposer un peu ce que tu nous dis là à notre sujet de fond du podcast qui est, trouver sa voie, trouver sa place, trouver un job dans lequel on se sent bien, être payé sur un cœur de métier qu'on maîtrise, dans lequel on est au naturel. Au fond, ça permet, mettre des mots sur son canal permet aussi peut-être de chercher des personnes qui sont sur le même canal, des secteurs dans lesquels on est sur le même canal, des types de managers ou autres. Est-ce qu'on peut aller voir les choses comme ça? Ou pas tant que Euh, ça? Tu vois? alors, Est-ce que ça peut servir à choisir qui va me manager, de qui je vais m'entourer ou c'est pas spécialement l'idée derrière? alors, le risque, c'est de faire de l'entre-soi et de se dire que je m'entends bien qu'avec ceux qui communiquent comme moi. Et ça serait à mon avis limitant de croire ça. Ce qui est sûr, c'est que euh, on se comprend mieux avec les personnes qui nous ressemblent. Ça, ok. OK, Maintenant, en entreprise, c'est justement cet enjeu de comprendre et de mettre de la conscience sur comment moi je fonctionne et je me comporte et comment l'autre se comporte pour créer des passerelles. Le risque d'être dans l'entre-soi, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu stérile in fine. Or, on voit ouais. bien que dans la richesse de nos organisations, c'est d'être dans cette capacité à générer de l'altérité et à savoir la gérer. Avec ProcessCom, j'ai la capacité à mieux comprendre comment je fonctionne et donc à développer des passerelles pour faire que cette altérité soit une vraie richesse. OK, Et puis, ça permet aussi de dire, mais à mon manager, en fait, moi, j'ai besoin que d'avoir dans ton style de management, j'ai besoin, en tout cas, j'ai une préférence pour tel fonctionnement. OK. Donc, ça Ce permet qui veut aussi pas de dire mettre des de mots. ouais et ce qui veut pas dire de travailler avec des gens comme nous, en effet.
Voilà. Et en même temps, il y a aussi cette question de la culture, hein. C'est que autant le manager ou le salarié ou mon collègue, c'est plus facile, je peux échanger avec lui et c'est plus facile d'être dans un ajustement. Autant quand je travaille dans une culture d'entreprise, je vais pas forcément avoir la main là-dessus. Or, j'ai aussi des environnements préférés, des styles d'interaction, et cela, si j'ai besoin d'extrêmement de liberté et que je bosse dans un milieu qui est très descendant, avec une marge d'autonomie assez faible, je risque d'avoir davantage dans une situation de tension. Je donne OK. cet exemple, mais c'est aussi l'inverse, hein. Si j'ai besoin de cadre et d'avoir d'informations qui soient suffisamment précises et qu'on me laisse un terrain de jeu qui est beaucoup trop large par rapport à ce qui me convient, je vais me retrouver également en situation de stress. Donc c'est toujours travailler à cet ajustement-là, avec de la conscience et à partir de ces éléments-là, voir quelles passerelles je peux développer et quand je peux pas les développer, bah, comment sans doute, trouver, autre chose ou venir me nourrir d'une autre manière. Donc c'est vraiment savourer notre richesse personnelle et la richesse de l'altérité en profitant de toutes les tonalités, toutes les composantes, de nos personnalités. Et ce qui va être intéressant, c'est que plus je mets de la conscience sur, qui je suis, la manière dont je fonctionne et sur ce qui me fait du bien, plus ça va me donner de l'énergie pour prendre mon ascenseur et aller visiter des étages sur lesquels je suis moins habitué. Et donc, une autre manière de le dire, c'est plus je nourris mes racines, plus ma sève va être en capacité à monter et à les faire que différents arbres vont pouvoir communiquer au niveau des branches. Il y a vraiment cet enjeu à travailler ensemble à travers la communication. Et la communication, c'est vraiment le moyen par excellence d'établir du lien. Et alors si on reprend notre exemple des 3 questions de tout à l'heure, enfin, comment tu fais le lien, tu vois, entre, le genre de réponse que les auditeurs ont pu, trouver en se posant ces 3 questions et les fameux profils? Alors je sais pas si on les passera tous les 6 en revue, mais Ouais. comment tu vois les choses là-dessus? Tu vois, je vais rester sur le profil analyseur, parce que j'ai commencé à aborder, puis on va peut-être enrichir la gamme, mais par exemple, quelqu'un qui a un profil d'analyseur, on va dire, mais bah, Alban, par exemple, Alban, ben, c'est toujours celui qui planifie les vacances. C'est le gars il passe son temps à faire des to-do list. C'est un peu le penseur de la bande et c'est un peu prof, quoi, tu vois? C'est celui qui a toujours l'information exacte sur les sujets. Donc quand je dis: «Il y a toujours», c'est évidemment une manière caricaturale d'aborder les choses, mais voilà, si on prend les 7 nains, prof, ça serait l'analyseur, c'est celui qui a la connaissance et qui est très attaché à la qualité de l'information. Voilà, et un grand signe, c'est, le to-do list parce que c'est hyper satisfaisant, d'avoir des listings, c'est structuré et puis de voir que, les sujets sont traités les uns après les autres. C'est une manière d'illustrer la chose. Ouais, ouais, Une autre, un autre profil, si je prends un 2e étage qui va être assez différent, l'étage énergiseur, ça va être, eh ben, Julie, c'est la déconneuse c'est la déconneuse du groupe. Elle est toujours en décalage, il y a quelque chose de très vivant, pétillant, heu heu, des personnes qui mettent des lunettes rouges, enfin, vraiment une situation, qui vient en décalé et vient vraiment mettre de la couleur dans la vie. Et donc toute cette énergie, c'est la rigolote de la bande. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là qui va être assez dominant et qui fait que pour les énergiseurs, il y a des personnalités solaires qui fait que si personne ne les connaît au début de la soirée, à la fin tout le monde va savoir qui c'est. Voilà, donc là c'est des petits indices qu'on peut avoir comme ça. Il y a, une autre personne qu'on pourrait dire, j'ai Bernard Tapie en tête, voilà, des personnes c'est des fonceurs. Qui OK. sont prêts à relever des challenges, toujours dans le défi, toujours dans l'action. Et ça va être davantage correspondre à l'étage promoteur. Donc tu vois, on voit bien qu'avec ces qualités-là, et ce sont bien des qualités à chaque fois qu'ont été abordées, des qualités d'être et d'engagement dans le monde, on va avoir, des éléments sur quel est notre type de personnalité. Je te fais les 3 autres rapidement sur, le profil les tâches persévérants qu'on va facilement retrouver, dans les associations, parce que ce sont des personnes qui sont très engagées. Engagées pour des causes, engagées pour des choses qui font sens et qui vont être orientées sur, tout ce qui touche aux valeurs et aux opinions. Il y a les tâches imagineurs dont j'ai pas parlé encore pour l'instant, qui, ont des capacités de conceptualisation, et de projection très fortes
et qui vont être dans ce qu'on appelle la perception du monde en inaction, c'est-à-dire qu'elles sont capables de penser et de créer le monde à l'intérieur de leur tête. Mmh. Et tout l'enjeu va être de faire que ce monde à l'intérieur, c'est pour ça qu'on parle d'action in à l'intérieur, va pouvoir comme rejaillir à l'extérieur. Et c'est des personnalités qui sont naturellement plus en retrait que d'autres, parce qu'elles ont besoin justement de temps et de silence pour pouvoir penser le monde. Et puis, je termine par eux, alors qu'en fait, ça représente quand même 30% de la population. C'est quand même, c'est vraiment le type de personnalité le plus présent, enfin la base la plus présente. Et c'est les tâches empathiques. Et ce qui, je trouve ça super, c'est qu'en fait, on se pose la question de est-ce que je suis la même personne quand je suis à la maison ou au boulot? Voilà. C'est 30% des personnes ont un étage empathique à leur rez-de-chaussée. Et l'empathie, c'est ces qualités de chaleur, de soin, d'attention à l'harmonie, de la sensibilité, du développement des sens, et qui sont des choses qui sont a priori moins développées dans le monde professionnel et qui pourtant permettent vraiment de créer ce lien et cette harmonie-là dans les groupes, dans les équipes. Un tiers à peu près de Ouais, d'entre 30%. nous. OK. 30% de la population occidentale. Il y a des différences par genre? Tout à fait. Tu vois, j'ai pas tous les découpages exacts en tête, mais pour les personnes empathiques, c'est plutôt féminin. C'est majoritairement des femmes. Mais tu vois, comme ça représente 30% de la population, ça veut dire que c'est pas du tout exclusivement féminin. Mais je crois Ouais. qu'on doit être sur les ratios 3 quarts, un quart ou quelque chose comme ça. Sur les autres profils, analyseur, c'est plutôt masculin de mémoire. Voilà. Mais finalement, ça donne juste des orientations, mais Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. l'enjeu majeur, c'est de se rendre compte que 30% de la population a une sensibilité forte sur la dimension du lien, sur les perceptions, les sens. Et dans le vocabulaire, ça va se traduire par des personnes qui vont facilement dire ah, je me sens bien ici, je suis sensible à l'atmosphère, hein, tout ce qui va toucher au sens. Ah, c'est joli chez toi. Alors que d'autres personnes vont être moins sensibles à ça. Donc si je transpose un peu, Ouais. quelqu'un qui nous écoute pourrait se dire: «OK, j'ai répondu à ces 3 questions. J'ai donc un peu de data, j'ai un peu de matière sur moi. C'est du bricolage, mais c'est il y a quand même du contenu. Je vais sur internet pour regarder à la limite, à quoi ressemblent ces 6 étages», parce que là, on n'a pas le temps de les développer et je vois à peu près, le ou les étages dans lesquels qui pourraient être une base, si j'ai bien suivi la logique, Mmh. qui pourrait être ma mon style naturel de communication. Quel lien tu fais avec notre titre de combiner l'orientation et les motivations? Tu vois? Comment après, on va utiliser ça, ces infos sur, sur des peut-être des modes de pensée, des drivers ou que sais-je, mais quel lien on fait entre un profil et des leviers d'orientation, des leviers de motivation? Je pense qu'on a déjà donné des éléments de réponse à travers nos premiers échanges et notamment ta question sur est-ce que ça veut dire que il faut qu'on soit avec des personnes qui soient comme nous ou pas? Voilà. Donc ça, première chose, c'est finalement il y a des éléments de réponse a priori assez simples, voilà. Et qu'en même temps, on est sur un modèle qui touche à la personnalité et donc sur des choses extrêmement complexes. Et ce que je te disais en introduction, c'est que chaque élément va venir donner une tonalité, une finesse, une intelligence beaucoup plus forte. Plus on va entrer dans la compréhension et l'intégration de ce modèle, plus on va en saisir les subtilités et les richesses. Voilà. Pour autant, en effet, moi, cette question des besoins psychologiques me semble centrale. Et ce qui est génial, c'est que le juge de paix, c'est la réalité. Et qu'en fait, on propose une grille de lecture et c'est à chacun de se dire, OK, j'ai des pistes que je peux expérimenter. Je regarde ce que ça fait. Soit ça me fait du bien, super. Soit c'est neutre et auquel cas, ça veut dire que ça vient moins résonner pour moi. Si vous avez une base empathique, ça peut être intéressant de dire, d'aller mobiliser vos sens. Les besoins psychologiques correspondants sont autour de la reconnaissance inconditionnelle de la personne et de nourrir ses sens. Un auditeur averti va dire, mais en fait, on a tous besoin de reconnaissance. Et là, je dirais oui, parce que nous avons en nous tous les 8 types de personnalités, les 6 types de personnalités. Donc, par contre, ça va être particulièrement prégnant pour les personnes qui ont cet étage empathique actif, je vais dire, et ça va être un enjeu d'autant plus important. Donc, c'est vraiment nourrir ce besoin-là. Et comment faire pour venir nourrir ma reconnaissance de la personne? C'est me mettre avec des endroits où, avec des personnes sur lesquelles il y a un lien d'intimité assez fort et on va pouvoir être du plaisir l'un avec l'autre, de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quel que soit ce qu'on fait, j'apprécie d'être avec toi. Et ça, c'est quand même sympa.
Si en plus on fait des trucs ensemble et que ça réussit et qu'on passe des bons moments, très bien. Mais rien que le fait d'être avec l'autre et d'être reconnu pour qui nous sommes, c'est structurant. Première chose. Deuxième chose, revenir nourrir l'essence, c'est se faire amuser. Euh, Aller faire un tour dehors. Hein. Euh, il y a un rayon de soleil, on l'attendait depuis un petit moment là. C'est profiter, c'est lézarder, c'est sentir c'est vraiment prendre ce temps de sentir ce qui se passe autour de nous et voir comment on le ressent et on le vit à l'intérieur. Parce que le profil empathique est sensoriel. Voilà. Enfin, théoriquement. Là, tu t'associes ça toujours au même profil? Ouais, c'est Ok, ça. C'est que je te disais, c'est vraiment différents portes d'entrée. ok. Sont des personnes qui sont compatissantes, sensibles et chaleureuses, donc tournées vers la relation et vers l'essence. Donc il y a une dimension, une capacité à ressentir les émotions plus fortes, une capacité à être en connexion avec ses sens plus forte également. Mais je trouve ça intéressant, cette histoire de besoin psychologique. Je sais pas si on peut le faire, je sais pas si on en a le droit, je sais pas si c'est souhaitable, mais je trouverais ça pas inutile qu'on puisse mentionner un ou 2 besoins quand même Ouais, par catégorie, tu vois? ça marche. Alors sur internet, on trouve plein d'informations et plein de richesses. Et puis tu vois, la CNV est très orientée sur la question des besoins et donne toute une liste des besoins. Donc en fait, beaucoup de modèles s'appuient sur la question sur cette question des besoins et parce qu'on voit à quel point c'est central. Voilà. Oui. C'est-à-dire que le meilleur moyen de gérer son stress, c'est de développer ses ressources. Et pour développer ses ressources, c'est comment je viens me faire du bien et nourrir de ce dont j'ai Mes besoin vraiment. besoins, quoi, ouais. Voilà. CNV, pour ceux qui nous entendent et qui connaissent pas forcément, c'est, communication non violente. Voilà, c'est comment est-ce que je viens apaiser de la communication, bref, c'est encore un autre sujet. C'est ça, mais c'est là aussi, c'est créer ces passerelles à partir de ce dont j'ai besoin moi, pour pouvoir partager à l'autre là où j'en suis, plutôt que d'attendre que l'autre fasse le travail pour moi ou que je sois trop dans un travail de projection. Bref, si on revient Ouais, sur c'est cette non, mais question des... c'est Ouais, intéressant parce que on raisonne souvent en France en mode bon bah quel est le secteur d'activité qui me convient, quel est le métier qui me convient. Et en fait, dans les stats, ce qu'on voit, c'est 90% des gens qui se barrent, c'est parce qu'en fait leur manager convenait plus ou parce que la culture collait pas. Les gens partent à cause de l'humain et non pas à cause de leur métier. mmh, Et pourtant, on met 100% du focus sur le métier. Ce que tu nous dis là, c'est quelqu'un qui a une base empathique et qui a besoin, après tout, probablement de ressentir des choses et de reconnaissance. Bah, en fait, avant de remettre en question le métier, remettons en question les relations, quoi, peut-être, par exemple. ouais. Et ce qui est super, c'est qu'en questionnant ça, alors c'est peut-être les questionner plus que les remettre en question, mais en tout cas c'est se questionner. C'est toujours un travail de conscience. C'est comment ça met de la conscience sur ce dont j'ai besoin là maintenant, qui peut en plus évoluer dans un contexte et me donner des éléments de responsabilité. C'est que si je trouve que mon manager ne fait pas suffisamment attention ou ne me donne pas suffisamment de feedback, parce que c'est un des grands sujets, comment les managers sont amenés à donner du feedback, c'est déjà comment moi je peux m'en donner, comment moi je peux me faire du bien. Première chose, c'est reprendre la responsabilité de ses besoins pour pouvoir déjà aller mieux. Mmh. Deuxième chose, c'est avoir les éléments de conscience pour être en capacité à demander ce dont j'ai besoin. Parce que c'est pas un monde d'égoïstes et où je m'autorégule et je me débrouille par moi-même. On est dans des collectifs et, et, et mon manager ne sait pas forcément que j'ai besoin de ça. Et donc tout l'enjeu de la communication, c'est comment je vais pouvoir communiquer aussi sur ce qui me fait du bien et sur ce dont j'ai besoin. Et tu vois, je donne quelques formations sur la dimension du management. Un des trucs de base pour moi, c'est à nous de former nos managers et de leur dire ce dont nous avons besoin, parce que c'est pas inné. Les process-com est hyper puissant aussi dans le dialogue de couple. Et un des enjeux du couple, c'est on a parfois cette croyance que l'autre, il devrait savoir ce dont j'ai besoin. Non. Alors, si mon conjoint ne le sait pas, pour comment mon boss le saurait? Donc, Ouais. c'est La avec ces étape, grilles c'est de lecture-là. moi-même, m'approprier mes besoins psychologiques pour pouvoir les partager à d'autres et recevoir et être nourri de ce dont j'ai besoin, quoi. C'est ça. Et si je les Et trouve pas dans un ouais. endroit, comment je peux venir me nourrir ailleurs? Comme on est un peu, dans un contre-la-montre quand même et que le temps file vite, ça m'intéresserait que tu puisses nous partager dans les grandes lignes les besoins psychologiques de chaque profil. Ça peut Ouais. faire un peu scolaire, mais je crois que ça peut avoir une valeur ajoutée pour ceux qui nous écoutent. Complètement. Euh, et c'est d'autant plus important que dans le modèle, nos besoins, on va forcément y répondre. Soit on y répond intelligemment et ça va se nous faire du bien, soit
on n'arrive pas à nous donner la capacité à y répondre. Et en fait, on va aller les chercher, mais de manière inajustée. Et c'est comme ça qu'on va avoir des comportements sous stress. Donc, c'est OK, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va essayer d'y répondre. Donc, autant le faire OK, avec conscience et intelligence. OK. Tu viens de craquer, en 2 phrases, j'ai l'impression une bonne partie du modèle. Ouais, Hem, enfin, de ce que j'en comprends, c'est de toute façon, on va aller chercher ce dont on a besoin. Soit il y aura la façon naturelle, soit on va partir en vrille pour aller le chercher de façon, en mode, je sors des sorties de route, quoi. exactement. Je prends l'exemple, tu vois, c'est un exemple que je donne souvent en formation et que j'avais entendu, c'est t'es fatigué, t'as conduit pendant 15 heures pour aller sur la route des vacances, t'arrives à l'hôtel, tu t'installes enfin au bord de la piscine, t'as ton livre, enfin bref, tu viens tout pot, quoi. Tout est Et prêt. là, t'as un de tes enfants qui tourne et qui dit, tu joues avec moi? Toi, t'as qu'une envie, c'est de te poser, ok? Et il est possible que tu sois un peu fatigué ou que tu l'envoies, renvoies dans ses 22 en disant, écoute, je suis pas disponible. Alors, tu peux le dire gentiment ou tu peux le dire de manière un peu plus tendue, ok? euh, En fonction de comment est ton enfant, voilà, soit il se sent super bien et puis il se dit bah ok, papa est fatigué, voilà, et puis je vais faire autre chose. Soit il a vraiment envie. Et auquel cas il va revenir à la charge. Et puis, s'il va revenir à la charge, il est possible que là tu commences à t'énerver. Et puis à un moment, il va faire le tour de la piscine, il va courir, et puis en fait il va commencer à faire un gros plongeon et t'arroser complètement. Lui, il a besoin de contact, il a besoin de lien, ok. Et s'il n'arrive pas à l'avoir positivement, c'est-à-dire que si c'est pas suffisamment nourri ailleurs dans sa vie, durant le trajet par exemple, à un moment ou à un autre, il va falloir que ça se fasse. Et donc, il va l'obliger. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être complètement mouillé? Tu vas finir par te lever. De toute façon, ton truc, il est foutu, ton temps de solitude, et donc tu vas jouer et passer un temps avec lui. Mais ce temps-là, il va être de moins bonne qualité que si chacun vous étiez complètement ressourcés et à profiter l'un de l'autre. Tu vois, donc, c'est vraiment une manière d'illustrer que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. À un moment ou à un autre, tu vas tout faire pour y répondre. Et Ouais, c'est ce qui est à l'origine de nos mécanismes d'échec. C'est ça que Tebi Keller avait pu identifier en amont. C'est si nous ne nourrissons pas nos besoins psychologiques de manière positive, ils vont se nourrir tout seuls, quoi. un moment, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on Mmh. rate toujours de la même manière. C'est ça qui est vachement intéressant. On a nos propres patterns, nos propres mécanismes d'échec, et que là aussi, ils sont liés à notre structure des personnalités. Hyper clair. Ouais. Voilà. Alors tu peux Donc, nous éclairer un ouais. peu donc sur les dans les grandes lignes, hein, évidemment, on est en surface aujourd'hui, mais ouais, Les j'imagine qu'un besoins profil, psychologiques, ils sont au nombre de 8. En fait, on OK, a 8 besoins psychologiques. Il y a des profils qu'on en plusieurs. Et donc, on va voir OK, lesquels. Pour le profil dit, enfin, je vais parler de type de personnalité. Pour le type de personnalité analyseur, le besoin, et on va voir que c'est vraiment lié hein, au point fort et au reste, c'est la reconnaissance du travail productif et de la structuration du temps. On a vu que la personne analyseur, c'est quelqu'un de structuré, de logique, qui a de l'information, le roi du tableau Excel et de la to-do list, ok. Donc besoin d'avoir quelque chose qui soit structuré et la dimension temporelle est hyper importante. OK. On respecte les deadlines, il y a de la on temporise les projets, il y a de la ponctualité, il y a On commence à l'heure, du on finit à rétro-planning. l'heure, hyper important. Voilà. Alors ça veut pas dire que les personnes soient pas souples et soient pas en capacité à gérer du retard, mais en tout cas, si tu veux le faire du bien, tu commences à l'heure et tu finis à l'heure. Et ça, c'est aussi, c'est pas tant une question de respect, parce que c'est pas un sujet de valeur, c'est un sujet de correspondance à leur fonctionnement. Ouais, de besoin, quoi, tout simplement. Exactement. Ouais, Donc ça, et puis reconnaissance du travail productif, il y a un enjeu autour de tout ce qui touche à la compétence. Et ça, dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est très valorisé, ce qui fait que le système scolaire est très bien fait pour les personnalités analyseurs. On valide les compétences, on parle même, on sanctionne les compétences. Voilà, donc le mot est un peu parfois peut venir déranger, mais il y a cet enjeu en tout cas de comment je reconnais les compétences que j'ai. Étage persévérant. Je rappelle la perception du monde autour des opinions et des valeurs, hein. Des personnes qui sont engagées, qui sont en capacité à observer le monde et beaucoup de conscience parce qu'il s'agit d'être à la hauteur, de bien faire. Ça, c'est important. Euh, les besoins psychologiques correspondants, c'est la reconnaissance du travail dévoué. C'est pour ça qu'on va beaucoup les retrouver dans les associations. Ce sont des personnes qui sont engagées dans ce qu'elles font. C'est pas tant que le travail est bien fait et que ça vienne appeler à une ancienne compétence. C'est un travail qui a un impact sur le monde. Tous les enjeux de travail sur les missions de vie, sur un monde meilleur. Hein, voilà, ça fait appel à notre étage persévérant. Donc besoin là-dessus de la reconnaissance du travail dévoué et puis les convictions. Demander l'avis à une personne qui a un étage persévérant développé,
ça va lui faire du bien. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, toi? Étage empathique, bon, on l'a abordé pas mal, reconnaissance pour la personne et reconnaissance sensorielle. Voilà. Donc c'est la qualité de la relation, c'est être en capacité à donner du temps pour l'autre et à se rendre disponible. C'est passer des moments pour développer les sens, des massages, un bol d'air, heu, tous les sens, tout ce qui est kinesthésique, voilà. L'odorat, un bon resto, ce genre de choses. Étage imaginaire, c'est besoin de solitude. On en parlait tout à l'heure, pour pouvoir penser le monde de demain, d'après-demain et trouver des solutions, besoin de solitude. Et en fait, on trouve beaucoup d'ingénieurs, et notamment dans l'informatique, qui ont cet étage imaginaire. Parce que il y a ce côté un peu caricatural qu'on peut percevoir des geeks et des personnes qui sont derrière l'ordinateur et pas et coupées du monde. Bah, en tout cas, ça relève un peu de cette dynamique-là, d'être en capacité à avoir besoin d'un espace, d'être dans sa bulle pour pouvoir développer et trouver des solutions. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve des ingénieurs. C'est un enjeu à trouver des solutions à un ensemble de contraintes qui sont présentes dans le monde. Des grandes capacités d'abstraction, de voir les choses à froid, au calme et de l'imagination. Et le besoin ici est donc d'enlever le bruit, quoi, en gros. Voilà, besoin de solitude, exactement. Enlever tout ce qui peut être source de parasitage. OK. Énergiseur, c'est l'inverse, besoin de contact. Voilà. L'énergie, ça se transmet, créer du lien. L'image que j'ai souvent, c'est une abeille. C'est voilà, je vais rencontrer telle fleur, voilà, et peu importe finalement quelle fleur je vais rencontrer, la question c'est comment on établit du lien, comment on fait de l'échange et comment on se marre. Voilà, beaucoup de fun. C'est des personnes heu, autour de beaucoup d'humour, de la déconne, du côté décalé, très vivant, très, très vivant. Et puis dernière, l'étage promoteur, des personnes qui vont avoir besoin d'excitation, de challenge, de défi. Et donc de la nouveauté, mais surtout, de quelque chose qui vienne les solliciter, les amener à se dépasser. Voilà. Hem, il y a pas de limite. Pose-moi une limite, ça va être une invitation pour moi à la dépasser en termes de cap. C'est ça, et puis un intérêt aussi autour de, qu'est-ce que ça moi ça peut m'apporter? Alors ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître très égoïste. On est dans une culture où faut être désintéressé, faut être dans le lien, être compagnie. Les tâches promoteurs nous rappellent l'importance de aussi penser à nous et d'y voir notre intérêt. Voilà. Et donc de pas tomber dans des stratégies de suradaptation. Mmh. Voilà. On voit bien que tous ces leviers, tous ces points forts, là, ce qu'on disait hein, tout à l'heure par rapport aux états du moi, il y a des leviers qui peuvent tomber dans des postures, des comportements négatifs, des comportements sous stress, mais c'est parce que les gens sont sous stress. Voilà. Et si les gens sont sous stress, c'est parce que leurs besoins ne sont pas suffisamment nourris. Je je merci. Moi, je trouve ça, réellement passionnant et utile parce que et j'en viens à mon point tout à l'heure que je m'étais gardé un peu sous le coude. En matière d'évolution, en matière d'orientation, on raisonne souvent métier. Bon, parfois ça suffit pas, ça veut plus dire grand-chose en France, les métiers. La plupart d'entre nous occupons des postes dans lesquels on a 10 métiers à la fois, voire 50, voire 100. Donc on peut dire: «Bah, je vais raisonner ce secteur», sauf que pour la plupart des gens, le secteur, on s'en fout un peu au final. Ça va dépendre des intérêts, et tout le monde n'a pas des centres d'intérêt très développés dans ci ou ça. Des gens qui sont intéressés par un peu tout. Et donc on peut se retrouver un peu coincé de se dire: «Mais en fait moi, il y a 300 métiers qui m'intéressent, même 3000, puis tout autant de secteurs et donc en fait comment est-ce que j'évolue?» Et une personne qui est intervenue au micro et qui avait, je trouve, fait un travail vraiment de qualité, c'est Gladys Ramet. Si tu m'entends Gladys, je te fais un clin d'œil au passage. Qui nous avait partagé un modèle pour dire, bah, en fait, quand on sait pas trop, quand on navigue un peu à vue, c'est pas forcément gênant. On peut avoir d'autres façons de choisir sa prochaine étape pro. Ni métier, ni secteur. Mais est-ce que j'ai besoin de grandir? Plus d'envergure dans ce que je fais déjà, à plus grande échelle, avec plus de responsabilités? Est-ce que j'ai besoin de plus de liberté, plus de lifestyle, plus de télétravail, plus de temps pour moi ou autre? Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Dans ce cas-là, où est-ce qu'il y a plus d'argent? Ou est-ce que j'ai besoin de plus de sens, plus d'impact social? Elle avait proposé ce modèle-là et je trouve, Antoine, que ce que tu nous dis nous amène à un nouveau modèle encore, en fait, pour des profils qui vont être un peu généralistes, un peu touche à tout et je pense que c'est une quasi-totalité d'entre nous, au final. Des gens qui peuvent faire plein de trucs différents, et qui peuvent avoir 1000 vies en une.
je trouve que ce que tu nous dis nous amène une autre façon d'aborder les choses en disant: «Et si j'y allais par besoin, en fait? Ma prochaine étape pro, bah, je vais essayer de nourrir tel besoin». Et ça et c peu importe en fait le job, ça peut être très bien un manager. Bah, tiens, je sais que cette personne-là, elle va me donner la structure dont j'ai besoin. Je sais que par contre ce genre de boulot-là, si demain je suis commercial, dans les pompes funèbres, il y aura beaucoup d'empathie forcément, c'est pas la vente qui m'intéresse, c'est le fait d'être en empathie avec mes clients. Heu, bref, je m'arrête là, mais je trouve que tu nous amènes 6 leviers d'évolution concrets au final, basés sur des besoins quoi et que ça peut changer un petit peu notre approche d'une recherche de boulot, et voilà et je m'arrête là, mais je trouve que c'est aussi exploitable comme ça, même si je l'ai pas encore testé sur le terrain. Ouais, tu vois, Voilà, pour aller dans ton sens, c'est que, hem, c'est toute la force des besoins, c'est qu'un besoin, il y a plusieurs manières d'y répondre, il y en a pas qu'une. Et donc en raisonnant en termes de besoins, on quitte l'impasse du raisonnement en termes de solution. La solution, c'est binaire, c'est soit ça, soit autre chose. En termes de besoins, c'est il y a quelque chose qui est plus profond, plus enraciné et qui peut venir être nourri de plein de manières différentes. Et donc, en effet, si je ne sais pas là où j'en suis ou comment je me projette à tel endroit, bah, comment déjà là où je suis, je peux me nourrir, ma dimension sensorielle, voilà. Et c'est pas forcément sur la dimension pro. Je connais des personnes qui, heu qui séparent les endroits et qui disent: «En fait, j'aime mon métier parce que ça me donne ça et ça et ça». Donc ça vient nourrir des étages qui sont importants pour eux, mais ça vient pas nourrir tous les étages. L'enjeu, c'est d'avoir un équilibre de vie et qui fait que d'autres étages qui sont aussi importants pour elles puissent être nourris ailleurs. Quand on a le métier de rêve, avec qui vient nourrir tous les étages et qui soit compatible avec la famille et ce genre de choses, tant mieux, mais je suis pas sûr que ça arrive tant que ça. C'est aussi une manière de regarder son propre métier. J'accompagne des étudiants là justement dans la réflexion sur la dimension professionnelle et je leur dis: mais si jamais j'avais fait la fiche de poste de mon métier aujourd'hui en disant: «Voilà ce que je veux», je l'aurais pas eu. C'est que je me rends bien compte que il y a aussi parce que j'ai fait des petits pas en avançant et en mettant de la conscience sur qu'est-ce qui était prioritaire pour moi à ce moment-là, bah, voilà et quelle forme ça prend? Bah, là, ça a pris la forme d'indépendant, mais pendant un moment, ça a pris la forme combo salarié et indépendant hem et puis il y a des activités qui sont développées et puis donc il y a une quantité de possibles. bien Voilà et sûr. la question, c'est comment ça vient rejoindre ces éléments-là? Donc pour aborder dans ton sens, c'est, raisonner en termes de besoins, c'est de sortir de l'illusion qu'il y aurait une solution idéale. Ouais, mais c'est, là-dessus, je vous renvoie si ce qu'Antoine vous dit, ça vous parle, je vous renvoie vraiment à l'épisode, au dernier épisode enregistré sur ce podcast qui était 12 leçons apprises, après 15 ans de quête du job idéal et bref, je vais pas réouvrir un chapitre ici, mais on est vraiment là-dedans de se dire, en fait, tu pourras conceptualiser ce que tu cherchais qu'après l'avoir trouvé. Donc te prends pas trop la tête sur le concept de ce que tu cherches. Mais ça, c'est encore un autre chapitre, mais qui va dans le sens de ce que tu dis. Et en même temps, pour une personne qui a un type de personnalité analyseur, hein, ça marche moins bien. Parce que l'enjeu va être justement de planifier, de structurer et de savoir où on va. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette dynamique-là, elle marche mieux pour certains types de personnalités que pour d'autres. Et donc là encore, il n'y a pas un modèle unique dans la manière d'aborder les choses. Il y a celui qui nous correspond davantage en fonction de qui nous sommes. Je te propose que ce soit le mot de la fin parce que on a encore, 1000 choses à dire, mais ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on tient le micro. Merci Bon, Antoine de tous ces partages. merci Alban, merci à toi et pour ce que tu fais et la diversité et la qualité des éclairages qui sont proposés. Je trouve ça hyper intéressant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.